Bonjour, Bonjour, je suis Thomas je suis Thomas. et je fais du Rust depuis 2 ans. Je fais de l'ADA depuis 22 ans. On est ici pour vous présenter notre retour d'expérience sur l'utilisation de Rust dans notre architecture déjà existante. Une architecture logicielle, c'est une approche d'ingénierie basée sur les composants. Et aussi, on va vous montrer en quoi Rust nous a fait mettre un petit coup de neuf dedans. Placer le contexte. On travaille pour Thales. Alors Thales, c'est vaste. Nous, on a un secteur qui est déjà plus spécifique. C'est les systèmes critiques pour l'industrie de la défense. Comme vous le voyez sur les images, aussi bien les drones, les radars, j'en passe et des meilleurs. Également un peu le satellitaire. On en parlera encore. Quel est le principe dans nos métiers? C'est déjà le logiciel critique. Critique, ça veut dire c'est du logiciel qui potentiellement peut mettre la vie humaine en jeu. C'est également du logiciel temps réel. On pourra expliquer un peu ce que c'est vraiment le temps réel. Et les cibles, elles sont embarquées. Alors quand je dis embarquées, encore une fois, c'est de l'embarquer pas forcément sur du microcontrôleur ou des choses toutes petites. Ça peut être aussi des serveurs complets qui sont embarqués sur des grands bateaux tout simplement. Mais c'est embarqué quand même. Également, du coup, en parallèle de ça, nous, notre approche, c'est une approche d'ingénierie à composants, c'est-à-dire qu'on fait une séparation stricte entre les éléments essentiels au métier critique. Cette séparation stricte, c'est la séparation des éléments métiers spécialisés, qui sont les métiers, les nôtres, ceux du drone, ceux du radar. La séparation également par rapport à la technique, on y revient, de tout ce qui est secret. La confidentialité est essentielle dans nos métiers, on n'a pas du tout envie de l'exposer à tout le monde, c'est clair. Et du coup, ça c'est plus ce qui nous concerne tous les deux, ce qu'on vient vous présenter ici, la séparation de tout ce qui est purement technique. Et vous voyez que la timeline qui est là coule sur une certaine période, c'est du logiciel du coup sur une vingtaine d'années, c'est assez long pour du logiciel. Et la stack technique est foisonnante et de plus en plus foisonnante avec tout ce qu'on découvre en veille technologique et en usage. Thomas, Ouais, tu sais que en 2005 j'avais 3 ans. T'imagines? Bon alors, moi je suis spécialiste ADA, ça peut paraître hyper vieux, mais ADA, la première normalisation c'était 1983. C'est ma date de naissance. Et 20 ans après, c'est moi qui m'occupe du Rust. 20 ans après, le Rust c'est pour toi. Donc, on commence déjà par dire on va remettre ce qu'il faut au milieu, enfin l'expression en français puisqu'on est en conférence francophone là, c'est remettre l'église au milieu du village. La chose qui nous importe le plus, c'est clairement pas le code. On ne part pas d'un fichier source vide. Non, la chose qui nous importe le plus, c'est le contrat métier, le contrat critique. Tout est défini au préalable par les architectes système. Et nous, ce qu'on va faire en tant que développeurs, c'est arriver après la phase un peu très difficile, qui est celle de la spécification du système, et notamment de la sûreté de fonctionnement qui est centrale dans les métiers critiques. Sûreté de fonctionnement qui veut dire qu'on va essayer de rendre le plus rare possible tout événement qu'on ne veut pas voir venir. Quand on dit plus rare possible, c'est qu'un événement qu'on ne veut pas voir arriver, il peut arriver. Donc c'est pour ça qu'on parle de risque. On va minimiser le risque au maximum. Et pour minimiser le risque, il y a des contrats qui sont établis et c'est ces contrats qu'on va respecter. Thomas, ça veut dire que le Rust n'a pas d'importance? Alors, je ne dirais pas qu'il n'a pas d'importance, mais on espère, vis-à-vis du contrat, qu'il n'aura pas d'importance. Ok. Il y a 3 semaines, il y a un homme que j'aime beaucoup qui nous a quittés. C'est Edgar Morin, je ne sais pas si vous le connaissiez, que vous l'écoutiez, etc. Je vais juste le citer là parce que je pense que c'est associé avec ce qu'on dit sur Rust, avec le contrat critique. Il a dit, si elle me revient, parce que je vais forcément avoir un trou de mémoire au moment où je vais le faire, cette phrase qui est « à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel ». Du coup, oui, moi je ne veux pas voir Rust dans ma chaîne outillée qui fonctionne et qui tient depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on a? On a une chaîne outillée d'ingénierie qui ne voit pas de code. La chaîne outillée, elle se déroule comme suit. On a des modèles système où on définit les contrats métiers, on les expose de manière human readable ou peut-être dans un futur proche IA readable. Je ne sais pas ce qui est le mieux, mais en tous les cas, on les expose de telle manière à ce que ce soit visiblement un contrat qui ensuite passe dans une chaîne d'ingénierie
dirigés par les modèles. Ce sont les modèles qui font foi au niveau de l'architecture logicielle. Ce sont aussi des choix métiers, puisque l'architecture logicielle est souvent un choix métier. Ensuite, on passe dans le component-based software engineering, c'est-à-dire l'approche à composants, celle qu'on défend. Entre les deux, il y a eu la génération du code technique qu'on a voulu séparer du code métier, qu'on a voulu séparer des secrets. La génération, bon, bien sûr, ça permet par exemple de générer 99% du code que tu retrouves dans ton composant à la fin, donc ça fait gagner du temps, mais ce n'est pas pour gagner du temps. La génération, chez nous, c'est vraiment pour avoir la trace entre ce qu'on a en contrat métier, le contrat critique obligatoire, et sa vérification, ce mot barbare là, IVVQ. C'est ce que ça veut dire, Thomas? Validation, qualification. Intégration, vérification. Bon, tu les avais tous, presque. J'étais pas Et loin. donc ça, il faut savoir que dans nos métiers, l'IVVQ, c'est là où on passe le plus de temps. Et donc là, Rust intervient tout seul. Thales s'intéresse à Rust pour aussi cette raison évidente, c'est qu'on a un left shift sur le phénomène de développement des systèmes embarqués critiques. On va pouvoir détecter avant l'IVVQ, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Thomas, on met le Rust dans la chaîne et ça fonctionne, c'est ça? Je ne sais pas, ça, il faut expérimenter. C'est ce que tu as fait déjà ces quelques derniers mois et ce que tu vas nous présenter. En effet, ça fait 2 ans que je fais du Rust. J'ai fait 6 études dessus. Et Thomas et moi, on va vous parler de notre ETEX en condensé en 3 points. Donc d'abord, l'utilisation de Rust et son intégration dans notre architecture à composants. Le fait de le générer à partir de modèles. Ensuite, on va vous parler un peu de middleware de communication, puisque c'est très utilisé dans nos métiers, de leur maturité et de l'interopérabilité avec le C++ qu'on a pu tester, pour finir sur un cas d'usage réel, qui est le Reaction Wheel, qui est un composant qui existe déjà en ADA et que nous avons essayé de porter en Rust. Donc on commence par où, Thomas? Par le commencement. Donc, la première étude qu'on a menée, en effet, c'est Rust au sein de notre écosystème CBSE, qui s'appuie sur une stack technique très ancienne, voilà, un peu plus de 20 ans en réalité. Eclipse? Oui, je sais, c'est un peu ancien, mais en fait, c'est pas ça qui est grave, puisque la stack technique, elle va être importante au niveau du système embarqué qui la porte, où là, on veut être sûr de ne pas avoir des vulnérabilités ou des problèmes. Nous, ce qu'on fait simplement, c'est générer du code. Après tout, si cette chaîne, elle tient pour l'instant, c'est pas la peine de réinventer la roue. Notre chaîne de génération de code, elle s'appuie donc sur des technologies Eclipse, qui est maintenue tout de même, EMF, Accéléro pour choisir le langage que l'on va générer. Donc on génère aussi bien du C++, du Java, que de l'ADA, que du Rust bientôt peut-être. Et comme vous le voyez, la seule chose qui fait foi et qui est notre input dans cette chaîne de génération de code et de fabrication de systèmes critiques, c'est le modèle qui est fourni par ceux qui savent. Parce que nous, en fait, on ne sait rien. On gère la complexité extrinsèque, je dirais. La complexité intrinsèque, ce sont les clients des métiers critiques, drones, radars, etc., satellites, qui nous fournissent des modèles. Dont ce modèle qui du coup, est un serveur, ça va être notre modèle exemple. Un serveur qui fournit un port contractuel pour un contrat des plus critiques et essentiels, ping. Ce contrat, il a l'air super simple. Et pourtant, on a quand même eu des problèmes dessus. Des problèmes d'architecture logicielle. Je ne sais pas si on peut voir le pointeur laser. Je sais pas comment ça marche. On peut peut-être pas. Si, on peut. C'est pas grave. Bon. Ah. Donc, un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'en C++, on utilise les pointeurs. Ici, vous pouvez le voir. Ce pointeur, il nous permet d'avoir une relation cyclique entre notre serveur et notre port. Donc, cette relation cyclique, elle est super, mais en Rust, elle est impossible. Parce que quand on essaye d'initialiser une structure, eh bien, on a besoin d'initialiser toute la structure. On ne peut pas avoir une référence qui se balade toute seule. Et si on utilise des pointeurs en Rust, c'est unsafe. Si on fait du Rust pour faire de l'unsafe, c'est un peu ballot. Du C++. Rust nous a rappelé quelque chose. Il nous a rappelé l'ownership. Donc, avec l'ownership, il nous a rappelé qu'il fallait sélectionner que les liaisons qui étaient super importantes. On a gardé celle du port vers le serveur pour garder les informations du serveur. Maintenant, si on a besoin de plusieurs ports, on ne peut pas faire comme en C++ et distribuer notre port à coup de pointeur. On est obligé d'en créer plusieurs. Le problème, c'est que du coup... Thomas, tu viens de dire qu'on va en créer plusieurs, mais ça veut dire plein de copies partout. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Non, on va cloner le serveur. Okay. Et alors, cloner, c'est mieux? Disons qu'on va garder le même serveur,
et on va le donner à tous les ports. C'est du multiclonage. Disons plutôt que c'est des vues sur le même serveur. On a fait un compteur de référence autour du serveur pour pouvoir le donner partout. Ok. Maintenant, le problème des vues, c'est que si tout le monde veut modifier le serveur, il faut le protéger. Effectivement. Et ça nous a posé des problèmes et un choix qui a été cornélien au niveau de ce qu'on avait déjà à la base et ce qu'on allait devoir changer ou ne pas changer précisément. Je vous explique le problème, mais vous savez à peu près de quoi il s'agit, je suppose, donc des états partagés. Notre niveau de granularité sur de l'approche à composants, c'est le composant, vous vous doutez. Mais ça marche pour n'importe quel état partagé. L'état partagé, lorsqu'il est modifié, c'est le fameux state qu'on voit là, lorsqu'il est modifié par 3 ressources d'exécution en même temps, tout le monde se dit raise condition. On ne peut pas le faire. Ça va être dangereux, ça va forcément faire des problèmes. Donc du coup, il y a plusieurs philosophies. La philosophie qu'on suit depuis 20 ans pour le C++, l'ADA et le Java, c'est de se dire que la taille d'une section critique, la zone protégée, c'est le problème du métier. Donc du coup, on laisse. On ne le protège pas par défaut. On laisse l'utilisateur métier décider de quelle partie, quels attributs de l'état interne dont il s'agit est verrouillé pour l'écriture entre plusieurs threads. Ok, mais du coup, ça contribue d'un contrat métier, en fait, cette réactivité du composant et cette manière d'agresser l'état interne de ce composant. Rust, lui, nous dit non, je ne te laisserai pas faire. Par défaut, si tu me donnes un état partagé potentiellement entre plusieurs threads, je te dis, là, tu vas avoir forcément une rest condition. Donc Rust nous impose, comme si c'était lui l'architecte logiciel, de protéger l'état interne des composants. Ce qui a un effet considérable pour nous, parce qu'il a fallu faire un choix, en fait. L'état interne des composants, on ne le protégeait pas avant, maintenant on est obligé de le protéger, mais de le protéger globalement. Il n'y a pas de finesse qu'on peut rajouter, de granularité supplémentaire à rajouter. Donc on a fait un choix, il y avait 2 choix possibles. Le premier choix, Thomas, c'était de mettre un thread par composant, comme ça tu es sûr qu'il n'y a qu'une seule ressource d'exécution qui va toucher l'état interne. Mais Thomas, ça ne va pas à l'encontre de nos contrats existants ? Le problème, c'est que les clients, ils ont déjà des modèles, ils ont déjà des manières de modéliser et qu'on ne va pas refaire tous les modèles, refaire tous les plans de validation, tout refaire. Donc, on ne peut pas le faire comme ça. C'est pour ça que notre choix s'est porté sur la deuxième solution. Un multithreading encapsulé qui nous impose l'usage de ce fameux mutex, ici. Donc c'est un choix qui est rationnel, c'est un choix qui est guidé par ce qui existe déjà dans nos métiers, mais c'est également un choix qui a un impact ici qui peut être considérable. C'est qu'en augmentant la taille de la section critique avec des gros composants qui ont beaucoup d'états internes, on crée une zone de blocage beaucoup plus importante. Potentiellement, on va avoir des problèmes de performance, mais bon, on est en Rust, ça va la performance. Mais beaucoup, beaucoup plus grave, on va se retrouver avec des problèmes de temps réel. On verra pour la suite. Bon. On a géré le multithreading à notre façon. Rust est passé entre les threads. Maintenant, comment ça fonctionne en multiprocess? C'est la question qu'on s'est posée. Le multiprocess, on l'utilise sur une seule machine ou sur plusieurs machines. Et donc, on a regardé un peu l'état des crates et leur maturité à propos. Pour ça, on a utilisé Crates.io pour regarder tous les crates disponibles. On a regardé leurs dépendances et à quel point ils étaient utilisés. Ensuite, on a utilisé RustSec, que vous pouvez voir en bas à gauche, qui permet de voir les vulnérabilités de chaque crate. On a fait un petit panel de crates et on les a notés avec des critères que nous avons choisis au petit soin. Des critères qui sont clairement, des critères bibliographiques qui sont clairement orientés par les métiers qu'on sert. Donc c'est beaucoup lié au logiciel critique. Vous avez un petit échantillon, peut-être des middleware ou des crates que vous avez utilisés déjà, que vous allez reconnaître, quelques-uns qui sont plus ou moins connus. Il y a 0MQ, Isorix, ça permet de faire de la mémoire partagée. RustDDS pour ceux qui sont contraints par un standard, qui est le standard DDS par exemple, qui fournit une implémentation qui n'est pas encore tout à fait mûre, mais qui a valeur. Voilà. Et tous ces critères nous ont permis de sélectionner un grand nombre de crates finalement, parce que quand on tire par dépendance, prenez Tonic qui tire Tower, qui tire Tokayo, ou Tokyo comme on dit ici, enfin je ne sais pas comment on le dit finalement, y a jusqu'à 400 crates de dépendance qu'il faut aller auditer. Mais bon, Thomas, on a remonté l'API de chacune dans le framework ? Non, ça aurait été beaucoup trop compliqué de devoir adapter à chacun. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une API générique, commune, agnostique du middleware de communication.
On a dû l'adapter parce que nous, on fait dans certains cas du zéro copie pour réduire un peu l'utilisation mémoire quand on est sur une seule machine. C'est pour ça qu'on a un petit réserve dans l'API. Et pour réduire au maximum l'usage des crates externes, on a réduit leur utilisation à une petite structure qui a toutes les informations qu'il faut. Et cette structure, elle a juste à implémenter notre API de push et de read pour pouvoir faire des communications. D'ailleurs, je vois que c'est tes études actuelles, celles sur Zeno, là. T'en es où des travaux sur Zeno? Zeno, ça marche. Alors ça marche, ok. Le contrat est respecté, le plan de validation, tu l'as passé complètement, il est passé en CI/CD, on a une reproductibilité, bit à bit. Ça marche. Mais pour que ça marche aussi, il a fallu étudier un peu le système de type Rust. À toi la parole. Ben, on a pu tester déjà d'autres crates autres que Zeno en interopérabilité, par exemple avec le C++. Pour ça, il nous a fallu faire un mapping. Donc nous avons à gauche qui est notre mapping ADA, C++ et notre mapping Rust. On l'a fait, c'est pas standard. L'OMG est en train de développer son propre mapping. Donc après, on pourra comparer et voir si on avait raison sur tous les types. Mais une autre chose importante du mapping, c'est que si on veut faire du zéro copie, ça veut dire qu'on passe les structures d'un côté à l'autre des process et que potentiellement l'autre langage récupère notre structure Rust. Ça m'inquiète beaucoup ce que tu es en train de me dire. On parle de zéro copie là? Oui. Et de zéro copie en interlangage? Oui. Alors interopérabilité, si je me rappelle bien, en ADA, lorsqu'on génère les types primitifs, c'est un package qui est le package standard qui est généré selon la machine. Donc tu as une représentation binaire des types qui est propre à l'ADA. En C++, tu n'as pas forcément la représentation C, ça dépend de la machine cible, du pragma pack que tu utilises. Et en plus, Rust, il fait des carabistouilles avec les types, les structures, je crois. C'est vrai que Rust a la fâcheuse tendance à essayer d'optimiser son code. Donc les structures, il les optimise et il les modifie pour que ça prenne le moins de place en mémoire. C'est un problème quand on veut interopérer entre les langages. Heureusement, on a un petit mot-clé, repr, qui dans ce cas de repr C permet de faire de la représentation C des structures. Ainsi, si on a une représentation C d'un côté et de l'autre, on peut interopérer. Maintenant, si vous, le zéro copie, ça ne vous parle pas et vous faites de la serialisation, pas de souci. CRD est un crate qui utilise zéro dépendance, qui n'est pas standard, mais qui est largement utilisé dans l'écosystème. Et vous avez juste à implémenter serialize, deserialize, vous pourrez serialiser vos structures. Et je vous rappelle, zéro dépendance. Zéro dépendance, ça me plaît bien. Zéro dépendance parce que voilà un peu ce qui se passe, c'est qu'on tire un crate, l'ensemble de ses dépendances, on tire un autre crate, l'ensemble de ses dépendances, on va tester tous ces middleware de communication dans notre environnement, on se retrouve avec plus de 400 crates de dépendance à la fin, ce qui fait déjà, le temps de build. Je vais vous dire que si on avait voulu tout compiler avec tout ce qu'on a tiré et testé, on ne serait pas encore prêt à vous dire que ça marche au moment de la conférence. Et donc ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est la surface d'audit, parce qu'il faut être aussi réaliste. Nous, si on doit auditer, figer les versions, détecter toutes les vulnérabilités possibles de tous les crates et de leurs dépendances, ça nous prend un temps considérable. Donc il y a un temps humain à prendre en compte. Donc on a été obligé aussi, pour cette raison, pour être en offline, ça c'est lié à nos environnements plus ou moins certifiés, mais c'est lié à nos environnements certifiés. Pour aller tout tester en offline, on est obligé de vendorer, auditer, figer toutes les dépendances de tous les crates. Et donc tu limitais quand même notre choix à des crates qui n'en ont pas trop, ou les mêmes en commun par exemple. Mais Thomas, on n'a pas été obligé de tout compiler à chaque fois. Alors oui, c'est la combinaison du dièse CSG, là, le truc là-haut. Attendez, je ne l'ai pas. Dièse CFG. Le hashtag config. La configuration, du coup, qui nous permet dans le code de faire en fait de la précompilation et de déterminer si on va compiler le code selon la cible sur laquelle on est. Donc ça peut être l'OS, la cible, mais ça peut aussi être les features flag Rust, qui nous ont été extrêmement pratiques en limitant du coup la surface de build et qu'on a largement utilisé.
à mettre dans votre TOML. Bon, c'est pas le moment de s'endormir. Je sais, c'est le début de l'après-midi. Mais bon, l'image est apaisante. Donc, ce qu'on voit là-haut, c'est un petit crabe qui est dans l'espace, sur un satellite, et ça paraît très paisible. Mais le petit crabe sur le satellite, il lui faut quand même une certaine stabilité pour pas qu'il tombe. On va me dire, on s'en fiche, on est dans le vide, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est un peu le but de ce qu'on veut vous montrer là. C'était la 3e étude. Le reaction wheel, du coup. Roue à réaction. Tu as vu, je fais l'effort quand même de traduction, pour une fois. À quoi ça sert une roue à réaction? En fait, un satellite, lorsqu'il est dans l'espace, il n'a rien à quoi s'accrocher. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de sol. On me dira, c'est normal, c'est le vide. Mais du coup, on utilise pour les stabiliser, ces satellites, des roues à réaction. C'est des roues qui tournent avec des vitesses variables de manière à maintenir... Enfin, l'image physique, c'est comme un patineur quand il ramène les bras. D'ailleurs, on a eu une très belle démonstration de Thomas à l'instant. Mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Je rappelle qu'ici, le satellite, il est à 500 km d'altitude, que la précision de la roue, c'est quelques milliradians près, et qu'en plus, il tourne en permanence, avec une petite garantie pendant 20 ans. Est-ce que tu tournes en permanence avec une bonne garantie pendant 20 ans? Pas sûr. Je vais dans le mauvais sens. Ah. Bon, je rappelle un petit peu le contexte. On s'est retrouvé avec le Reaction Wheel. Du coup, c'était un vrai composant déployé vraiment dans un environnement certifié, sur une cible embarquée temps réel. Temps réel va être très important. Ici, ça nous permet de l'aborder en même temps. On a voulu être sûr de 3 invariants. On les connaît depuis le début de ce qu'on raconte. C'est le contrat critique, le contrat métier critique, le contrat métier critique. Non, 3, j'ai dit. Contrat métier critique, modèle, plan de validation et plan de test. Ça, on ne voulait pas y toucher. Clairement, c'est ce qui est le plus difficile à mettre en place et ce qui va être le plus long à vérifier. Donc ça, on ne voulait pas y toucher. Et on a pris ce code ADA, qui est du code, ma foi, qui a fait ses preuves, et on a voulu le transcrire en Rust, avec quelques contraintes qui ont été des contraintes. Par exemple, le code, il est OS dépendant, Thomas. Comment tu fais de l'OS dépendance avec un langage portable? Rust est un langage portable. Donc le choix de Rust, nous, on l'approuve totalement. Hein. C'est absolument l'avenir d'avoir un langage portable, mais le problème, c'est l'OS dépendance. Bon, on y revient. Et la deuxième chose qui nous a permis aussi de dire, voilà, on est à un niveau qui est quasi industriel, c'est qu'on a une chaîne de CI/CD automatisée complète dans un environnement offline certifié. Donc je réitère. Comment tu fais de l'OS dépendance avec un langage portable? Alors là, le retex, il est honnête. En ADA, c'était quelque part facile. Enfin non, c'est pas facile, c'est juste parce que l'ADA est très vieux et qu'il y a eu beaucoup d'outils. Mais par exemple, avec NatPro et du coup en partenariat avec Adacor par exemple, on a un édifice certifié pour l'ADA, des choses qu'on sait faire sur de l'OS dépendant, sur du temps réel, c'est déclaratif en ADA. En plus, c'est assez facile à manipuler. Et donc, aucun problème à ce niveau-là. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis toujours. Aujourd'hui, Rust ne nous offre pas l'édifice de certification qui va avec. Donc, par exemple, pour des choses qui sont absolument nécessaires au temps réel, un temps de réponse garanti, prenons par exemple un guidage missile. Vous savez que le temps de réponse pour un guidage missile, ça peut aller jusqu'à 10 microsecondes. On doit être sûr que dans les 10 microsecondes, la réponse a eu lieu. Ça, c'est du temps réel. Pour du satellite, c'est un peu moins large pour tout ce qui est de la stabilité. Donc, ça va être entre 10 millisecondes et 100 millisecondes. Mais on se l'avoue, c'est pas beaucoup en temps de réponse. De plus, ce qu'on veut pas, et ce qu'on veut, on veut de la préemption lorsqu'on est en temps réel. Ça veut dire quoi la préemption? Ça veut dire que par exemple, lorsque le pilote veut engager un tir et qu'il y a le système qui lui dit non, j'ai quelque chose de plus prioritaire, c'est de finir la mise à jour de l'OS, je pense que ça ne va pas le faire. Donc voilà, la préemption, c'est dire la conduite de tir, le tir va être prioritaire. Donc on a besoin de préemption de priorité, on a besoin de temps de réponse en temps absolu. Et ça, la STD en Rust, au moins la STD, ne répond pas à ces aspects-là par sa portabilité, et on comprend bien la philosophie, c'est pas une critique, mais il nous a fallu réinventer et remettre ces éléments de clock monotonique, de politique d'ordonnancement, de politique de scheduling. On a pris la crate libc et on a fait ce qu'on savait faire déjà depuis bien longtemps en C++, en ADA, même en Java sur du temps réel type PERC. On sait faire, on l'a fait. C'est juste que on n'a pas l'édifice certifié. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a peut-être pas une certification de Rust, mais nous, on peut vous certifier quelque chose. On peut vous certifier que le Rust, on l'a intégré à nos tests et il fonctionne. Il passe tous les tests avec nos modèles existants,
la même chaîne qu'on avait en ADA, en C++ et en Java. On est dans un environnement sur des machines qu'on a, qui existent vraiment, avec des OS qu'on a choisis qui sont en rapport avec les besoins de nos clients sur d'autres langages. Et tout ça, ça fonctionne en offline, grâce à Cargo Frozen. Donc, Thomas, tu avais raison, le contrat prime sur le code. Ah, tu l'as, donc je te laisse passer à la première conclusion. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que les modèles ne changent pas, les contrats ne changent pas, les plans de test ne changent pas. C'est le principal. Maintenant, ce qui change, c'est l'architecture logicielle, parce que Rust est beaucoup plus exigeant, mais c'est une bonne chose. Ce qui change aussi, c'est la granularité, puisqu'elle est imposée par le Rust. C'est le temps réel, puisqu'on a dû le réimplémenter nous-mêmes avec le crate libc. Et finalement, elle en est où la certification, Thomas? Alors il y a le Safe Critical Rust Consortium, il y a un repo GitHub qui existe et on voit bien que tout le monde travaille dessus. Même je crois qu'au niveau des certifications pour les ISO de l'automobile, c'est presque bon. Donc nous on a bon espoir que ça arrive. En tous les cas, c'est un message pour la communauté, on en a besoin dans nos métiers. Pour finir, je veux dire un message, ça va choquer. Oh. Le Rust, c'est juste un langage de plus pour nous. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est important, c'est le contrat critique. Mais c'est la bonne nouvelle. C'est que si on arrive à conclure que Rust, c'est juste un langage de plus pour notre chaîne de logiciels critiques et de génération de code, ça veut dire que Rust remplit toutes les cases avec un petit coup de neuf quand même. Il nous rappelle que nos contrats ne sont pas assez précis dans plein de domaines. Par exemple, il remonte l'ownership, la propriété qui va être démontrée au moment de la compilation. Il remonte également le fait que la gestion d'erreurs, elle ne peut pas être ignorée. Combien de tests finissent par être complexes parce qu'on a ignoré quelques erreurs. Ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi, je vais être contradictoire, mais la concurrence, elle est explicite et auditable dans un code qui a été écrit en Rust. Et ça, c'est très important pour nous parce que, enfin, les deadlocks, ils seront là, mais parce qu'ils sont là, on est sûr qu'il n'y a pas des choses qu'on ne maîtrise pas qui vont arriver. Donc effectivement, ça change notre granularité, mais c'est quand même une très bonne nouvelle, cette auditabilité des sections critiques. La représentation C qui nous permet de faire de l'interop certifiable et l'intégration naturelle dans une chaîne de CI/CD avec une reproductibilité bit à bit. Ça, c'est grâce à Cargo Frozen notamment, qui nous permet de figer nos dépendances et de faire tourner dans un environnement certifié et qui fait qu'il y a le même comportement systématiquement quand on relance nos pipelines. Vous savez ce que Rust n'est pas, ni le contrat, ni la sûreté de fonctionnement, ni les plans de test, ni la validation, et pas encore quelque chose de certifié. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez nous contacter, vous allez contact sur la slide. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Des questions ? On va prendre une ou deux questions. Ça dure un peu plus longtemps que prévu. Est-ce qu'il y aurait des prétendants à poser une question? Oula, ça va faire un peu de manche. Merci beaucoup pour une présentation très interactive, très passionnante. Vous mentionnez qu'il y a des dépendances, et du coup vous autorisez à utiliser des dépendances même si elles sont frozen. Comment vous assurez la qualité de ces dépendances? C'est une bonne question. Il s'agit essentiellement d'auditer pour nous. On utilise RustSec et puis Cargo Audit également. C'est des outils quand même qui sont intégrés dans Cargo qui sont extrêmement puissants. Et on fait un constat en listant exactement toutes les vulnérabilités connues en l'état de notre état frozen. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenter une mise à jour. Si on considère que les vulnérabilités qu'on observe ne sont pas des vulnérabilités critiques par rapport à l'objectif, alors on fige en l'état. Après, si jamais demain on me dit qu'il y a une vulnérabilité critique qui vient de popper sur telle version de Tokyo, peut-être qu'on réfléchira à mettre à jour notre CI/CD en frozen une version où il n'y a plus de la vulnérabilité. C'est de la veille, il y a toujours de la veille. Mais il faut le penser, c'est de la maintenance. C'est pour ça c'est une bonne question. Okay. Pas de dernière question? Non. On a dû être limpide. Tu as été limpide, Thomas. Merci à vous. Merci.